Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans, j'habite en Charente-Maritime et je viens aujourd'hui partager avec vous mon expérience autour de ce podcast, de cette demande de témoignage par rapport au deuil périnatal que je vis avec ma fille Lia qui est décédée à l'âge de 9 mois et demi le 14 septembre 2023. Donc ça fera bientôt un an à l'heure où je vous parle puisque nous sommes le 23 août. Voilà, je vais essayer de relater un petit peu le parcours, comment ça s'est passé, comment j'ai vécu ça, ainsi que mon entourage, pour essayer d'avoir une vision assez large du deuil périnatal, en tout cas de mon témoignage. Il faut savoir que moi j'étais dans un parcours potentiel de PMA avec une demande de conservation d'ovocytes. On m'avait dit qu'il serait très compliqué, j'étais seule, et qu'il serait quasiment impossible à l'issue des bilans de fertilité d'avoir un enfant, même via la PMA. Et le lendemain, vraiment le lendemain de ce diagnostic au centre de fertilité de ma ville, j'ai conçu naturellement Lia. J'ai conçu naturellement mon enfant, donc avec un énorme étonnement lorsque quelques semaines plus tard, j'ai eu tous les symptômes d'une grossesse en laquelle je ne croyais pas. Lia est donc arrivée le 23 novembre 2022, vraiment comme un miracle, un enfant que je ne pensais pas pouvoir avoir un jour. J'ai eu ma grossesse seule, sans le géniteur. J'ai accouché seule, avec ma maman, mais sans le géniteur encore une fois, et je l'ai élevée en tant que maman solo. Voilà, elle est née par une césarienne en code rouge. Elle avait fait un nœud autour de son cordon in utero, et donc le rythme cardiaque était difficile à stabiliser. Elle a fait un petit pic de fièvre à la naissance, mais voilà, tout s'est ensuite bien passé. Lia et moi avons dormi en cododo jusqu'à ses 5 mois et demi, donc collés à mon lit dans ma chambre, dans notre chambre. J'avais suivi les recommandations de l'OMS, je m'étais renseignée, j'étais impliquée dans la santé et la sécurité de ma fille, et notamment par rapport au sommeil, donc pas de tresse de lit, pas de tour de lit, pas de couverture, etc. Donc c'est quelque chose que je suivais, et je n'étais pas forcément peureuse quant à toutes ces questions. Comme l'OMS recommande un cododo jusqu'au moins les 6 mois de l'enfant, mon conscient et inconscient ont cru que la mort subite du nourrisson n'arrivait potentiellement que jusqu'à 6 mois, puisque c'est les raisons du décès de ma fille. Lia est décédée subitement à 9 mois et demi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, puisque dans ma tête, et j'imagine peut-être comme beaucoup d'autres parents, pour moi, si l'OMS recommandait le cododo jusqu'à au moins 6 mois, c'est que pour moi, il n'y avait plus de risque de mort subite du nouveau-né au-delà de ces 6 mois. Il faut savoir, et c'est pas négligeable dans notre parcours à ma fille et moi, que fin juin 2023, lorsque Lia avait 7 mois, 2 mois et demi avant qu'elle ne décède, j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein. Donc il a fallu poursuivre l'éducation de ma fille seule, avec la fatigue, l'inquiétude, tout ce que demandent les traitements. Donc j'étais d'autant plus vigilante quant à la santé physique et psychologique de ma fille, autour de ma maladie. J'avais peur de l'impact que ça pouvait avoir sur elle, etc. Donc j'étais entourée de la PMI, d'une pédiatre. J'étais prête, s'il le fallait, avoir des pédopsychiatres, etc. Donc ma fille et moi étions, je me sentais en tout cas entourée, voilà. De temps en temps, ma famille, mes grands-parents et ma mère pouvaient prendre le relais avec ma fille une journée, une nuit ou deux, surtout depuis la déclaration de ma maladie où j'avais besoin de repos. Je me culpabilisais pas mal, mais ça me faisait aussi du bien, et je me disais aussi que ma fille, comme ma famille, pouvait s'octroyer et avoir des moments joyeux sans aussi que je ne sois là. C'était aussi leur moment à eux. Une avant-veille de chimiothérapie, le 12 septembre 2023, ma maman dormait chez moi pour prendre un petit peu le relais, puisque ma fille ne faisait pas ses nuits. Et au matin, je me suis levée, le matin du 13 septembre 2023, je me suis levée un petit peu en pleurs, fatiguée,
l'impression que j'allais pas y arriver, élever ma fille correctement avec toute cette maladie, et qu'est-ce que je lui infligeais. Donc j'étais un petit peu morose ce matin-là, et avec l'impression de ne pas y arriver. Et ma mère m'a proposé d'emmener ma fille, donc c'était un jeudi, pour que je puisse me reposer, que le lendemain, le vendredi, je puisse faire ma chimio plus sereine et retrouver ma fille le samedi, après avoir passé ma chimio en forme, aller chez ma mère, donc à 50 km du domicile de ma fille et moi, pour pouvoir la retrouver un peu plus en forme, et surtout que ma fille ne me voit pas en pleurs, triste, au moins qu'elle passerait un moment joyeux, gai, avec sa mamie, son chat, le jardin, etc. Donc avec beaucoup de difficultés et de culpabilité, j'ai accepté. C'était dur de laisser mon bébé, mais en même temps, je me disais que pour elle, c'était aussi la meilleure chose, puisque de voir sa maman et ressentir sa maman pleurer et pas bien, je me disais que c'était ni aider ma fille ni moi. Donc ce 13 septembre, je crois aux alentours de midi, j'ai laissé ma fille dans le couloir de mon immeuble, dans les bras de ma maman, en lui disant, comme à chaque fois que je la quittais, même juste pour une demi-journée de crèche ou quoi, que je l'aimais très fort, que c'était le chat des bois, maman d'amour, que je l'aimais, que maman elle était un petit peu fatiguée à cause de tous les médicaments, etc., puisque j'essaie de lui expliquer, en fonction de son âge, un petit peu ce qui se passait aussi dans nos vies dû à la maladie. Et que elle allait aller avec mamie, elle allait retrouver le chat Cookie, rigoler un petit peu avec mamie, etc. Et que moi j'allais être suivie par les médecins, me reposer un peu, puis que j'allais revenir encore plus en forme. Donc je lui ai dit à samedi que je l'aimais très fort, qu'elle me manquait déjà, mais que tout le temps, maman pensait à elle. Et donc je l'ai vue partir dans les bras de ma maman avec le sourire. Elle ne semblait pas inquiète. Le dernier regard et échange que j'ai eu avec ma fille, c'était un regard d'amour et un sourire. Voilà. Et le lendemain, le 14 septembre au matin, après différents appels passés à ma mère en vain, j'étais étonnée de ne pas avoir la petite photo du matin pour savoir comment s'était passée la nuit, etc. Et ce moment-là, je l'épargne, il a duré bien longtemps. Il a été assez traumatique. J'ai enfin réussi à avoir ma mère au téléphone en pleurs, et qui m'a annoncé c'est Lia, et qui m'a dit que ma grand-mère allait arriver avec les gendarmes et les pompiers à mon domicile, donc il y avait 50 km à parcourir. J'ai eu ma grand-mère en FaceTime qui savait pas trop manipuler son téléphone. J'ai vu sa tête et j'entendais des gyrophares. J'ai pas compris ou voulu comprendre ce qui se passait. Et puis ils sont arrivés chez moi, donc ils étaient réciproquement, et chez ma mère avec la police judiciaire, les pompiers, les gendarmes, des élus de la mairie, un appel au préfet, etc. En parallèle, donc ils sont arrivés chez moi. Et en fait, ma fille a été transportée donc à Poitiers, là où il y a l'Institut de la mort subite du nourrisson. Elle a été transportée directement là-bas, donc à environ 2 heures de route de chez moi. Je suis en plein protocole chimiothérapie, je suis abasourdie. Qu'est-ce que font tous ces gens chez moi? C'est pas possible, qu'est-ce qu'on me dit? Donc l'annonce a été très particulière, j'étais pas présente, j'ai pas vu ma fille. Il faut savoir que les procédures judiciaires font que je n'avais pas le droit d'aller voir mon enfant. Je ne l'ai pas découverte, elle a été transportée à Poitiers, et les lois, puisque tout de suite quand un enfant décède, il y a la police judiciaire qui intervient et une enquête pour savoir notamment si c'est pas d'origine criminelle, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus avoir accès au corps de l'enfant. Or moi, je n'avais pas vu ma fille. Et donc là, ma famille, les élus, la police, tout le monde s'est... les pompiers, tout le monde s'est relayé auprès du procureur, etc. pour me donner le droit, d'une manière exceptionnelle, mais juste humaine, de pouvoir aller jusqu'à Poitiers pour voir mon enfant. Parce qu'il était inhumain, tout simplement, de ne pas pouvoir voir ma fille. Donc j'ai pu, avec une ambulance, aller jusqu'à Poitiers, et là j'ai découvert le corps de mon enfant, sans vie depuis quelques heures. J'étais accompagnée de ma mère, de ma grand-mère et du compagnon de ma mère. Là-bas, j'ai été accueillie aux urgences pédiatriques
faute de moyens hospitaliers, de locaux, etc. La cadre des urgences, j'ai pu en parler après avec elle. Ça a été très très traumatique pour moi puisque j'arrive dans un service où j'entends des enfants pleurer, je vois des enfants vivants et moi je m'apprête à découvrir le corps de ma fille, inanimé, décédé. Donc c'est très 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 violent et j'ai pu en parler à la suite de ça avec le personnel hospitalier qui en est bien conscient et qui est parfaitement en accord avec le fait que ça puisse être vécu de manière très violente. Voilà, donc j'ai vu une psychologue là-bas à Poitiers. J'ai pu passer un temps avec ma fille, mais je n'avais pas le droit de la toucher puisque c'était avant l'autopsie. Donc j'ai été accompagnée, ma famille présente aussi. Je remercie encore le personnel, malgré les difficultés organisationnelles, situationnelles, etc. Mais ils ont été d'une écoute, d'une bienveillance que je les remercie encore à l'heure d'aujourd'hui puisque j'ai pu avoir d'autres contacts avec ces personnes depuis à différentes reprises, notamment rapport d'autopsie, etc. Je remercie également les pompiers, les gendarmes, la mairie, toutes les personnes, la police qui se sont mobilisées vraiment pour que je puisse voir ma fille. Après l'autopsie, ça a été très difficile à vivre pour moi, puisque je me dis je ne laissais pas le corps de mon enfant si pur, si beau, ma fille si belle. Je ne la laissais pas en paix et j'avais besoin de me confronter à des mots durs, mais terre à terre, les choses comme elles sont. Je me dis, on va ouvrir ma fille. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va l'abîmer, on va la faire souffrir. Et ça a été, qu'est-ce qu'on va lui faire exactement ? Donc, ça m'a beaucoup impacté psychologiquement d'aller m'imaginer plein de choses vraies ou fantasmées, mais un minimum vrai. Donc, cette étape-là a été assez difficile. Le personnel aussi soignant m'a proposé de m'orienter vers des associations d'aide et de soutien d'autres familles ayant vécu le deuil périnatal, le deuil blanc, le deuil d'un enfant. Je n'ai pas pu pendant plusieurs mois y aller du tout. J'avais l'impression que rien ni personne ne pouvait comprendre ce que je vivais et qu'aucune situation ne serait pire que la mienne. Perdre, alors j'élevais seule ma fille, perdre mon unique enfant, sachant qu'à la base je ne pouvais pas l'avoir, qu'elle est arrivée comme un miracle, que vu mon âge, mes antécédents de santé et ce que j'étais en train de vivre avec le cancer et les chimiothérapies, je n'aurais sûrement pas d'autres enfants, donc c'était un autre deuil à faire et que voilà, donc je me disais que peu importe les témoignages que je pourrais avoir, je n'avais pas envie de ressentir de minimiser un autre deuil d'autres parents. Que ce serait terriblement injuste pour eux et que je n'avais pas envie de ressentir ça et que je pensais que j'allais ressentir ça si j'avais d'autres témoignages de parents qui avaient vécu ça. Donc j'avais envie et besoin de me confronter moi seule face à cette souffrance, ces interrogations, cette colère, ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, de haine, et de traverser ces phases de deuil entourée mais seule malgré tout. Depuis la déclaration de mon cancer, j'avais ouvert un compte public Instagram en juin 2023 comme un petit peu un journal de bord pour exprimer mes émotions, mon parcours, informer, prévenir, partager avec d'autres personnes, malades ou non. Et lorsque Lia est décédée, ce compte a eu une double vocation puisque j'ai commencé aussi à parler du deuil d'un enfant, du deuil périnatal, toujours dans un but de partage, d'échange, d'informations, de prévention, de sensibilisation et aussi de pouvoir exprimer mes émotions, mon parcours quand j'en avais envie, comme j'en avais envie, de me sentir écoutée, légitime ou non, mais en tout cas écoutée et d'exprimer. Et j'aime beaucoup exprimer par écrit, mais il est encore difficile pour moi de d'écrire. Par manque de concentration, de fatigabilité, et donc de pouvoir exprimer en story, éventuellement parler, comme je le fais maintenant, ça a été un très bon outil pour moi. Ça ne l'est pas pour tout le monde, mais pour moi, j'en avais envie. J'avais peur du jugement de ceux qui pourraient me voir, qui me connaissaient ou qui ne me connaissaient pas.
Et j'ai été galvanisée par énormément de témoignages de soutien, d'amour. J'ai reçu des courriers, des cadeaux pour ma fille, pour moi, des bracelets, des petits anges. Voilà, j'ai été entourée d'énormément de soutien et d'amour, et ça a fait vraiment chaud au cœur et ça m'a vraiment accompagnée dans toutes les phases si difficiles qui suivent la mort de son enfant. Je suis suivie psychologiquement, mais par la psychologue de l'hôpital en oncologie qui me suit depuis mon début de parcours de soins, donc un peu plus de 2 mois avant le décès de ma fille. Et comme j'ai entamé un suivi avec elle où j'allais à l'hôpital pour mes chimiothérapies toutes les semaines, puis désormais toutes les 3 semaines, j'avais un suivi très régulier, donc le deuil de ma fille a fait partie intégrante de mon suivi psychologique et donc je suis suivie auprès d'elle. Et lorsque mes traitements quant à mon cancer vont se terminer, elle accepte de me suivre jusqu'à 1 an au-delà de mes traitements. Et puis, je compte aussi, mon médecin à ma demande a fait un certificat pour que je puisse aussi, si je le souhaite, être suivie auprès du CMP le plus proche de chez moi pour prendre le relais. Donc, je sais que j'aurai aussi cette opportunité-là en suivi psychologique. Je n'ai pas voulu, et avec accord de mon médecin traitant et de la psychologue, avoir un suivi psychiatre, puisque je n'ai pas voulu en tout cas avoir un traitement anxiolytique. J'ai un traitement pour dormir, mais que j'avais déjà avant le décès de mon enfant, de l'IA. Mais je ne voulais pas d'anxiolytique. Je ne m'interdisais pas d'en avoir si un jour j'en éprouvais l'envie et le besoin. Mais là, je ressentais vraiment et je ressens encore le besoin de me confronter à toutes mes émotions sans qu'elles soient altérées, annihilées, différées. Je voulais vraiment vivre le plus dur s'il fallait que ce soit le plus dur, accueillir la colère, les cris, le désarroi, la haine, les hurlements, les pleurs, les moments aussi un peu de mieux et de soutien et de nostalgie, de mélancolie, de bonheur quand je repense aussi aux souvenirs avec ma fille. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me confronter à tout ça sans médicaments qui pouvaient altérer toutes ces émotions, en accord avec mon médecin et la psychologue. J'ai oublié de préciser lors de ma présentation que je n'avais pas d'enfant précédemment, donc l'IA est vraiment mon premier et seul enfant. Il n'y a pas d'aîné avant elle. Je poursuis du coup un petit peu le déroulé de l'histoire. Il y avait des questions par rapport à la gestion du travail. Moi, lorsque ma fille est décédée, j'étais déjà en protocole de cancer et donc en arrêt longue maladie. Avant cela, j'avais décidé de prendre un congé parental par rapport à mes horaires de travail et mes fonctions, puisque je suis éducatrice spécialisée en protection de l'enfance en foyer d'urgence. Donc j'avais des horaires déjà assez particuliers et en tant que maman solo, voilà, il était compliqué, voire impossible de pouvoir reprendre le travail seule avec ma fille, et j'avais envie vraiment de profiter des premiers mois de mon enfant. Donc là, je n'ai pas repris le travail, je suis toujours en congé longue maladie suite à ma pathologie. Néanmoins, si j'écarte la pathologie, il me semble à l'heure actuelle, là nous sommes le 1er septembre, le 14 septembre dans 2 semaines, ça sera les 1 an du décès de ma fille, et au bout d'1 an, je me sens encore vulnérable pour retravailler, en tout cas dans les conditions de mon emploi, à travailler en équipe avec des horaires fluctuantes, travailler avec des enfants, travailler avec de la violence, de par laquelle les enfants arrivent dans des situations de vie parfois précaires, violentes, insécures, etc. Et puis il y a aussi de la violence verbale, physique, on peut subir des agressions. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, tout ce que comportent les missions de mon emploi, je me sens pas encore prête à reprendre un travail émotionnellement, physiquement, moralement, c'est encore trop tôt. Voilà, j'ai hâte quand même d'être prête à pouvoir reprendre le travail, à avoir accumulé assez
de force, mais je pense que le temps fera les choses. En tout cas, j'ai envie d'être prête à reprendre une activité professionnelle qui, je pense, aide aussi à tenir, à garder des objectifs, à se sentir aidant, utile, sortir de chez soi, de ses pensées, parce que je pense que lorsqu'on est occupé, lorsqu'on occupe les mains et l'esprit, ça aide, en tout cas pour ma part, à ne pas ruminer H24. Et la journée du deuil périnatal, eh bien en fait, je ne l'ai découverte que l'année dernière, les quelques semaines après le décès de Lia. Je n'en avais pas connaissance avant moi-même de vivre le décès de mon enfant. Et il se trouve que c'est aussi en octobre, le même mois qu'Octobre Rose, donc le mois dédié à la lutte du cancer du sein, pour lequel j'ai été atteint la même année, quelques mois auparavant. Donc le mois d'octobre 2023 a été un mois très compliqué à vivre, mais du coup très riche en symboles et événements. Alors depuis, j'ai fait faire par des personnes d'associations un badge. J'ai un badge contre le cancer du sein, ce sigle rose, et j'en ai un autre avec le symbole du deuil périnatal avec le prénom de ma fille. Et voilà, pour parfois les gens, celui contre le cancer du sein, le ruban rose, on le connaît. Celui du deuil périnatal, beaucoup moins. Et donc de l'arborer, ça permet d'honorer ma fille, mais aussi de prévenir et sensibiliser, parce que souvent, les personnes m'ont demandé ce que c'était que ce sigle. Et donc ça permet de pouvoir diffuser l'information, faire connaître cette journée, ce deuil, et puis que les gens puissent aussi poser des questions sur, en l'occurrence, la mort subite du nourrisson. Raison pour laquelle Lia est décédée. Donc ça sensibilise, ça questionne, et donc on partage, on diffuse, on se souvient, on honore aussi nos enfants. Et cette journée permet aussi de reconnaître notre souffrance, mais reconnaître qu'on reste parents. Nous n'avons plus nos enfants physiquement, mais moi je reste maman de Lia. À tout jamais, je serai une maman. Et pour ça, bien, il est bien de sensibiliser par cette journée et tout le reste de l'année à ces causes si nobles et si difficiles à honorer. Ma fille a été retrouvée inanimée chez ma maman, donc elle dormait cette nuit-là là-bas. Je n'ai jamais eu aucun sentiment de colère, ni contre ma mère, ni contre les médecins. J'ai éprouvé un sentiment de culpabilité envers moi-même de ne pas avoir été avec ma fille. Je m'en suis et je m'en veux encore longtemps voulu, et je m'en veux encore que ma fille soit partie sans maman. Alors elle était entourée d'amour parce qu'elle était chez sa mamie, mais elle était sans maman. Et ça c'est difficile. C'est difficile, mais il en est ainsi, il faut l'accepter. Je m'en veux aussi d'avoir imposé ça à ma mère qui, cette nuit-là, a pris avec amour, bien sûr, ma fille pour que je me repose avant ma chimiothérapie. Mais je m'en veux de lui avoir imposé ce moment. Et je n'ose imaginer ce qu'elle a pu ressentir et vivre en découvrant ma fille le matin, en apportant le biberon et de la voir inanimée et de pas... Je peux pas réaliser, d'essayer de comprendre là ce qui est en train de se passer. Ça a dû être horrible pour elle. Voilà. Et avant tout, je me remémore mon dernier regard avec ma fille. Les derniers mots que je lui ai dit, c'était que je l'aimais, comme à chaque fois que je la quittais, si je la laissais à ma maman ou une demi-journée à la crèche. À chaque fois qu'il y avait une séparation, je lui disais toujours je t'aime mon chat, à tout à l'heure ou à demain. Voilà, je lui disais je t'aime à chaque départ, et je sais pas, inconsciemment, je me suis toujours dit que s'il arrivait un jour quoi que ce soit, je veux que mon enfant, il entende que les derniers mots et les derniers regards, que ce soit que de l'amour. Donc voilà, le dernier échange que j'ai eu avec ma fille, c'était des sourires, lui dire que je l'aime. Et le soir, on s'est eu en FaceTime. Ma maman m'avait fait une vidéo avant le coucher de ma fille, où voilà, je lui disais que je la retrouverais, que j'espère qu'elle s'amusait bien chez mamie, que je lui souhaitais une bonne nuit. Et ça, quelque part, ça me rassure, parce qu'elle a été entourée d'amour et elle s'est juste endormie, elle a oublié de respirer. Mais elle a reçu plein d'amour de la part de ma maman lors de son dernier coucher. Et la dernière fois qu'elle a fermé les yeux pour malheureusement plus les réouvrir. Mais voilà, je garde en mémoire tout l'amour qu'on s'est transmis, elle et moi, lorsqu'on s'est vus et qu'elle a quitté dans les bras de ma maman le couloir de
de mon appartement, de mon immeuble. Mais la culpabilité, elle fait partie par vague du cheminement, je pense. Mais il est important en tout cas de l'exprimer, de la verbaliser pour qu'on nous aide à comprendre, même si on le sait au fond de nous, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait et qu'on n'y peut rien. Et avant tout que ma fille, je pensais, j'ai eu des doutes parfois, mais maintenant j'en suis convaincue en retraçant mes souvenirs, ma mémoire et les souvenirs photos, vidéos. Ma fille, c'était un bébé enjoué, souriant, un petit bébé clown qui a vécu heureux, qui était pleine de vie, de joie, qui communiquait ça. Et en ça, je suis fière. Et je suis fière qu'elle m'ait choisie pour maman. Et je suis fière de tout ce qu'en ces 9 mois et demi, j'ai pu lui transmettre et lui inculquer. Enfin, pour cette dernière partie, au bout de presque 1 an, je suis en permanente évolution dans les phases de deuil. Au tout début, je ne voulais pas entendre d'autres témoignages, d'autres familles endeuillées. J'étais pas prête. Je voulais. C'est pas que je voulais, c'est que je ne pouvais pas en plus faire face à d'autres témoignages, voir d'autres photos d'enfants décédés, écouter et faire face à d'autres deuils et témoignages de parents. Et puis au bout de quelques mois, j'avais besoin vraiment donc d'accueillir uniquement mes émotions, de les vivre, et parce que j'avais l'impression que personne ne pourrait comprendre. Ensuite, j'ai eu besoin, assez timidement, mais d'aller sur quelques forums, quelques témoignages. Et puis là, c'était dur, mais en même temps, je me suis enfin sentie comprise de gens qui vivaient alors à leur manière avec leur histoire, mais ce sentiment de solitude, ce sentiment où on se sent démuni, où on ne sait pas si on va pouvoir surmonter ça, ce sentiment de manque profond, ce sentiment de colère, d'injustice, et néanmoins d'amour pour nos enfants, et comment on pouvait matérialiser cet amour et le transmettre alors que physiquement nos enfants ne sont plus là. Donc je suis par vague, j'ai des phases où j'ai besoin d'échanger avec des familles, d'autres où j'ai besoin de m'isoler de tout ça. Mais malgré tout, j'ai besoin de parler de ma fille, et c'est pour ça que j'ai ouvert des comptes de réseaux sociaux, Instagram et TikTok, dédiés à la maladie d'une part et au deuil de l'autre, comme un journal de bord. Moi, c'est le moyen que j'ai trouvé d'exprimer l'écrit, l'oral, partagé avec d'autres familles, d'autres parents, d'autres personnes qui ont été confrontées de près ou de loin à ça, d'autres personnes qui sont juste sensibilisées à ces notions, d'autres personnes empathiques pour notre histoire, notre parcours. Et voilà, c'est un petit peu une des formes de ma thérapie à moi, et aussi ce qui m'a permis de refuser des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et il n'y a pas de problème avec ça, mais moi je voulais éviter les traitements. Et mon traitement à moi, c'est le biais de l'expression et parler comme aujourd'hui. Et c'est un biais en tout cas un petit peu avoué thérapeutique alternatif pour moi de diffuser et puis parler de ma fille. C'est ça qui maintient son souvenir, c'est de la célébrer. Voilà, mais il y a une part de moi qui reste convaincue que, et c'est pas grave, je tente d'accepter, mais qu'on peut pas comprendre quand on le vit pas, et je souhaite pas forcément être comprise par beaucoup. Ça voudrait dire que beaucoup trop encore de personnes vivraient ce deuil. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de continuer à prôner, à diffuser de l'amour et du soutien. Il y a une autre chose que j'avais oublié de souligner, c'est que lorsqu'on est enceinte, qu'on est futur parent et nouveau parent, moi j'étais beaucoup sur des forums, des sites, des pubs pour des achats de puériculture, etc. Et donc les algorithmes sur Internet et les réseaux font que lorsque vous visitez beaucoup de sites de sport, eh bien vous allez avoir des pubs, etc. sur des articles de sport. Et bien quand vous regardez pendant des mois des articles de puériculture, des forums sur l'endormissement du bébé, sur la nourriture pour enfants, sur la DME, sur plein de sujets concernant la parentalité et l'enfance, eh bien quand votre enfant disparaît, eh bien vous êtes envahi. Dès que vous ouvrez un réseau social, une pub, Google, par toutes ces pubs que vous aviez consultées pendant des mois. Et donc ça, c'est assez violent. Ça a été assez violent pour moi, avec tous ces algorithmes qui font qu'en permanence, dès qu'on ouvre quoi que ce soit, on tombe sur des choses liées à l'enfance, mais dont on n'a plus besoin. Et donc ça peut être
très difficile d'être confronté à ça. Les premiers mois où on tombe toujours là-dessus. Donc ça a été difficile au même titre que des cases de formulaires à remplir, des impôts, des documents officiels où on nous demande notre situation, avec enfant à charge ou sans enfant, alors que remplir. Moi j'ai un enfant, mais elle est plus à charge, comme on dit vulgairement dans l'administration. Et donc, il est difficile pour moi de cocher sans enfant, sachant que j'ai une fille. Et donc, il y a plein de choses en ce sens que je trouve injustes et que j'ai envie de faire évoluer. Et j'essaye de me donner les moyens par la diffusion, justement, à travers mes comptes de réseaux sociaux, à travers quelques contacts que j'essaye d'avoir dans le milieu médiatique et politique pour faire avancer les choses ou en tout cas les questionner. Parce que je ne suis pas la seule à ressentir ça et je ne suis pas la voix, je suis une voix parmi les voix, mais si ma voix peut se faire entendre pour faire honneur à nos enfants et aux violences institutionnelles que l'on peut subir, et il y a des choses comme ces algorithmes où on peut pas faire grand-chose contre. Par contre, au niveau local, départemental, régional, national, politique, il y a des choses qui peuvent nous aider, nous faciliter, nous accompagner pour améliorer, nous prendre en considération et continuer dignement à honorer la mémoire de nos enfants. Voilà, et je terminerai par un message plus global aux parents, aux mamans, aux papans, aux familles, aux proches, aussi aux professeurs qui ont pu suivre des puéricultrices, tous les gens qui ont gravité autour de nos enfants disparus, des gens qui les ont aimés, qui les aiment et qui les aimeront toute leur vie, qui seront toujours dans leur cœur. Voilà, c'est un témoignage aussi de soutien, d'amour, d'essayer de trouver un quelconque moyen d'expression qui vous fasse du bien, qui vous soulage. Ne réfrénez pas vos émotions, criez, hurlez, dansez, chantez, écrivez. Allez au cimetière tous les jours si vous en ressentez l'envie et le besoin. N'y allez pas et c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Dormez avec les doudous de vos enfants si ça vous aide. Voilà, moi je pense on fait surtout comme on peut, en essayant malgré tout de faire ce qui nous fait un peu de bien, en tout cas le moins mal possible, et d'avancer à son rythme, sans jugement. Voilà, chacun fait comme il peut. Et mon leitmotiv, c'est de continuer à ressentir cet amour que je ressens envers et contre tout pour mon enfant, malgré son absence physique. C'est ma lumière, c'est mon moteur, et c'est ma joie de vivre quand j'ai plus l'envie de vivre. L'IA, c'est mon bonheur et ça continuera de l'être. Elle me manque, mais c'est elle qui me donne la force de continuer de me lancer dans des projets, de me lancer des objectifs et de continuer à tenter de faire de la prévention, du soutien et j'espère des projets à plus grande échelle pour rayonner et continuer à diffuser de l'amour, et je lui ai promis. Voilà. J'ai promis à ma fille, je lui ai dit: maman, tu sais mon chat, maman te promet d'y arriver, de guérir et de rayonner, de te faire rayonner pour les bonnes raisons. Et un drame ne peut pas être qu'un drame. Et c'est ma plus grande souffrance, le décès de mon enfant, mais ma fille a été mon plus grand bonheur et mon plus grand amour. Et voilà, ce 14 septembre, ça fera 1 an qu'elle s'est envolée, mais elle restera indéfiniment dans le cœur de tant de gens et elle